Salut mes élèves, soyez les bienvenus avec un nouveau vidéo. Toujours nous sommes dans le deuxième module de programme de la SVT. Dans le cours, c'est toujours l'information génétique. Et on a dit qu'il porte 3 chapitres. On a étudié le premier chapitre. Maintenant, dans le deuxième chapitre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'expression génétique? Avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne en cliquant évidemment sur ces écoles-là. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, pour nous encourager de faire le mieux. Et la deuxième raison, pour que vous puissiez voir tous mes vidéos concernant évidemment la SVT. Donc on va commencer l'expression génétique. Essayez de se concentrer bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Mécanisme de l'expression de matériel génétique. On va commencer toujours par une introduction. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'expression génétique? L'expression génétique désigne l'ensemble des processus biochimiques par lesquels l'information génétique traduit en protéines puis en caractères. Après, on va voir quelques notions. Avec ces notions-là, on peut évidemment comprendre bien les étapes de l'expression génétique. C'est-à-dire les notions de ce que c'est qu'un caractère, gène et allèle. On va commencer par le caractère. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère héréditaire? C'est une caractéristique spécifique, c'est-à-dire la couleur des yeux, l'aspect des cheveux, la couleur de la peau, etc. Ou quantitative, c'est-à-dire la taille. Par exemple, un homme qui a une taille longue ou bien un homme qui a une taille naine, ou bien la longueur des ailes chez la drosophile, par exemple. Ça, c'est la définition d'un caractère héréditaire. Qu'est-ce que c'est qu'un gène? C'est une portion d'ADN, et plus précisément, une séquence nucléotidique qui contrôle un caractère donné. Je vous explique. Par exemple, on a ici 2 gènes. Comme on a dit, le gène, c'est une portion d'ADN. Donc, c'est une séquence de nucléotides. Voilà la première séquence. La deuxième séquence, puisque l'ADN est constitué de 2 brins. Voilà le deuxième gène. Qu'est-ce que c'est qu'un allèle? C'est une autre version d'un gène qui contrôle un caractère et l'allèle occupe une place précise, pardon, ici j'ai écrit précis mais précise, sur le chromosome qu'on appelle locus. Le deuxième exemple. Voilà un gène. Le gène est situé dans le chromosome. Et le chromosome, ici, c'est un couple de chromosomes homologues. Voilà le chromosome, voilà son homologue. Et comme vous voyez ici, le gène ou bien le chromosome, c'est une succession de quoi? De gènes. Voilà la première gène, deuxième gène, troisième gène, quatrième, etc. Donc, on va se cibler sur un gène. C'est celui-là, qui est représenté par 2 allèles. Voilà le premier allèle qui est dominant. Le deuxième allèle, il est récessif. Chaque allèle, c'est une séquence de nucléotides. Donc, c'est un ADN. Et chaque ADN, c'est une séquence de nucléotides. Donc, l'allèle, c'est une portion d'ADN. Donc, le gène, il est représenté par 2 allèles différentes. Un allèle normal et un allèle mutant. Relation protéine-caractère. On va
synthétiser ce document-là. Comme vous le voyez ici, la couleur de la peau de la mère est noire, mais celle de son fils, elle est anormale. Ce n'est pas une couleur, il n'a pas la couleur noire. On dit que cet enfant est albinos, c'est-à-dire il attrape une maladie qu'on appelle l'albinisme. Qu'est-ce que c'est ou quelle est la cause de cette maladie qu'on appelle l'albinisme? On va synthétiser ce document-là. Donc c'est un schéma qui nous explique comment se forme la mélanine, qui est responsable de la couleur normale de la peau de cet enfant-là. Donc vous voyez là que cet enfant, il a une couleur de sa peau normale. Pourquoi? Puisqu'il possède la mélanine, qui est une protéine. Mais qui forme cette mélanine? C'est une tyrosine, à travers ou par l'intervention d'un enzyme qu'on appelle la tyrosinase. Donc la synthèse de ce document-là, c'est comme suit. Une enzyme de tyrosinase, le voilà, catalyse des réactions chimiques de tyrosine vers la mélanine et qui forme la mélanine qui est responsable de la couleur normale de la peau. L'interprétation. Comment on peut interpréter la maladie qu'on a vue chez l'enfant précédent? La mélanine est une protéine qui donne la peau sa couleur normale. Donc peut-être que cet enfant albinos, qui n'a pas de couleur de la peau, souffre d'un manque de mélanine. Déduction. Présence de la mélanine donne la couleur normale de la peau. L'absence de la mélanine entraîne une disparition de la couleur normale de la peau. Donc, il y a existence d'une relation protéine-caractère, c'est-à-dire, s'il n'a pas de la protéine, la mélanine, il y a un manque de la mélanine, l'enfant n'aura pas une couleur normale. Donc, il y a relation protéine-caractère, comme vous voyez ici. On va étudier une autre relation. Relation gène-protéine. Analyse d'un document. Voilà un schéma d'une personne normale et d'une personne anormale. C'est-à-dire, une personne qui a les cellules de sang normales, c'est-à-dire arrondies, bien arrondies, rouges. Pourquoi rouge? Parce que la cellule de sang possède une protéine qui donne la couleur rouge à ces cellules-là. Cette protéine s'appelle l'hémoglobine. C'est pour celui-là qu'on appelle l'ADN de cette personne normale HbA. Chez l'autre personne, la formation ou bien la forme de la cellule n'est pas normale. Elle a une forme d'une faucille, c'est-à-dire en arabe menjen. Donc, ça, chez la personne normale, la cellule, elle est saine, elle est bien arrondie, tandis que chez la personne anormale, la cellule, elle est déformée. Puisqu'elle est déformée, les cellules ne s'écoulent pas, c'est-à-dire le sang ne s'écoule pas facilement à l'intérieur du vaisseau. La maladie d'anémie falciforme, on appelle anémie falciforme, comme je vous ai dit, parce que la forme de la cellule sanguine est comme une faucille, c'est-à-dire une menjen. Déformation des globules rouges, ceci empêche l'écoulement de sang dans les vaisseaux. Personne saine, globules rouges normaux, c'est-à-dire ils possèdent la protéine qu'on appelle l'hémoglobine normale, c'est HbA. La personne malade
globules rouges déformés, HBS. Quelle est la cause de la maladie? En se basant sur les données de document 2, on observe une modification du niveau de la séquence nucléotidique. Donc, si on observe cette séquence nucléotidique et on la compare avec celle-ci, on peut déduire qu'il y a ici une substitution d'une nucléotide A avec le nucléotide T. Cette substitution qu'on appelle mutation entraîne la maladie. C'est ce qu'on dit ici. En se basant sur les données de document 2, on observe une modification au niveau de la séquence nucléotidique. Substitution d'une base azotée A ou bien d'une nucléotide A chez la personne saine avec une base azotée T. Et par conséquent, substitution de glutamine par valine. Ceci entraîne une hémoglobine anormale. Donc, existence d'une relation gène-protéine. C'est tout cela. Donc, on a vu la relation, les deux relations. On va maintenant faire une conclusion. La formation des protéines se fait sous contrôle d'un gène, donc une séquence de nucléotides qui est constituée de 4 bases azotées, A, T, C, G. Écoutez bien et regardez bien ces 5 phrases. L'agencement, c'est-à-dire l'ordre, le nombre et aussi les types de nucléotides dans un gène. Tout ceci détermine l'ordre, ou bien l'agencement, le nombre et les types d'acides aminés dans la protéine. Donc, chaque changement dans un gène entraîne un changement dans la structure de la protéine et donc un changement de caractère de tout ceci. Tout ceci confirme l'existence d'une relation gène-protéine-caractère. Puisqu'on a vu les deux relations, on peut maintenant commencer les étapes de l'expression génétique. Il y a 2 étapes. La transcription, c'est la première étape. Qu'est-ce que c'est que la transcription? Donc la transcription, c'est une copie de l'un des 2 brins de l'ADN. Une copie de l'un des 2 brins de l'ADN. Ceci dans le noyau. Cette copie-là forme ce qu'on appelle un ARN messager qui quitte le noyau vers le cytoplasme où il va trouver des ingrédients pour former ce qu'on appelle la protéine. Il va trouver des acides aminés et avec les acides aminés, cet ARN messager forme ce qu'on appelle la protéine. Ceci se déroule évidemment dans le cytoplasme. Donc l'ARN messager est un élément intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. On peut dire autrement que l'ARN messager porte un message de l'information génétique de l'ADN vers le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, il va être décodé pour se traduire en protéines. On va voir ça dans la 2e étape qui est la traduction. Mais avant d'entamer la 2e étape, on va commencer le bilan. La transcription est une copie d'une séquence de nucléotides de l'un des 2 brins de l'ADN. Soulignez cette phrase-là. J'ai dit l'un des 2 brins de l'ADN en acide ribonucléique messager.
molécule dont la séquence porte la même information génétique que le gène transcrit. Cette transcription se déroule dans le noyau. Et la conséquence, c'est la formation d'un ARN messager, ce qui est une molécule intermédiaire entre l'information génétique située dans le noyau et la synthèse des protéines dans le cytoplasme. L'ARN messager diffère de la structure d'ADN par deux différences. Un seul brin au lieu de deux brins, une base azotée uracile, il remplace la thymine. C'est-à-dire, dans l'ARN messager, il n'y a pas de nucléotide ou bien la base azotée thymine. Il y a à sa place l'uracile. Comme vous voyez ici, la transcription, c'est une copie de l'un des deux brins. Voilà le premier brin de l'ADN, voilà le deuxième brin de l'ADN. C'est une copie. Donc, cette copie-là qui va être transcrite, c'est là le brin qui va être transcrit. L'autre brin n'est pas transcrit. C'est un brin non transcrit. Donc, toujours à l'examen, ils vont vous donner le brin qui va être transcrit. Ici, c'est ce brin-là qui va être transcrit. C'est le brin ancien, c'est-à-dire de l'ADN. Dans le noyau, il y a des nucléotides libres et chaque nucléotide libre va se placer par liaison, par correspondance avec le nucléotide de l'ancien brin. Et le sens de la transcription, ici, de gauche vers la droite, c'est d'être comme ça. Il y a des nucléotides libres, comme je vous ai dit. Sens de transcription, c'est comme ça. L'ARN messager se forme et après, il y a un message décodé, c'est-à-dire l'ARN messager porte un message décodé. Qu'est-ce que c'est que décodé? Qu'on ne peut pas le déchiffrer, qu'on ne peut pas le lire. Qui va lire ce message-là? On verra l'élément qui va lire ce message-là. Donc, comme vous voyez ici, l'ARN messager, c'est une forme intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. Cet ARN messager, lorsqu'il est formé dans le noyau, il quitte le noyau vers le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, ce message va être décodé et se traduit en protéines comme on va voir. Donc, lorsque l'ARN messager arrive au cytoplasme, il va se traduire. C'est l'étape de la traduction. Définition. C'est le décodage de l'information génétique portée par l'ARN messager en protéines, c'est-à-dire séquence d'acides aminés. Les étapes de la traduction se déroulent dans le cytoplasme par la présence de plusieurs éléments qui interviennent dans la synthèse de la protéine responsable de l'apparition de caractères. Qui sont ces éléments qui interviennent dans la traduction? Ce sont comme suite. L'ARN messager, qui est formé évidemment par 4 bases de nucléotides ou bases azotées. G, uracile, comme je vous ai dit, il remplace la thymine, l'adenine et la guanine. Un ARN de transfert, des ribosomes et des acides aminés. Voilà les ingrédients qui se situent dans le cytoplasme et ces ingrédients-là forment la protéine. Comment? Dans la nature ou bien dans nos corps, il y a 20 acides aminés
qui correspond à 4 nucléotides dans l'ARN messager. Comme vous voyez ici, chaque ARN messager il est formé par des triplets de nucléotides. Voilà un triplet, deuxième, troisième. Chaque triplet s'appelle un codon. Donc, l'ARN messager, c'est une succession de codons. Donc, par exemple, ce codon-là, CUG, il code pour l'un des 20 acides aminés qui sont ici. Lequel? C'est-à-dire le ribosome va lire ce message-là, va lire ce codon-là et va faire appel à un élément qui code pour ce codon-là. Comment il va faire? Il vient le ribosome. Le ribosome va prendre l'aide d'un élément qu'on appelle l'ARN de transfert. Ce dernier-là, il possède à sa base un triplet de nucléotides aussi, qu'on appelle l'anticodon. Donc, le ribosome lit ce codon-là et il donne l'ordre à cet ARN de transfert de chercher l'acide aminé convolable à ce codon-là. Celui-ci, il reçoit l'ordre de ribosome et il cherche parmi l'acide aminé convolable à ce codon-là. Et il vient se placer devant le codon en portant l'acide aminé convolable. La liaison de l'anticodon avec le codon forme ce qu'on appelle le codon génétique ou bien le code génétique. Évidemment, les chercheurs ont établi un tableau de code génétique. Voilà ce tableau. Ce tableau de code génétique. Je vous demande, en tant que professeur, d'apprendre, de comprendre ce tableau, mais pas d'apprendre ce tableau. C'est-à-dire, n'essayez pas de retenir ce tableau. Il faut le comprendre. Comment on peut comprendre ce tableau-là? Dans les colonnes que vous voyez ici, il y a des codons et il y a des protéines. Les codons, les protéines. Les codons, les protéines. Donc, ce tableau-là, ça va vous aider au moment de l'examen de connaître le codon qui code pour un acide aminé donné. Donc, par exemple, nous, on a le codon GUG. Et on vous demande à l'examen, par exemple, ce codon-là code pour quel acide aminé ici? Ça, c'est la question. La réponse, c'est simple. On va commencer par la première lettre, c'est G. Où il est? Il est là. La première nucléotide. La deuxième nucléotide, c'est U. Il est situé ici. La troisième nucléotide, c'est G. Il est là, il est là, il est là, il est là. Parmi, dans cette colonne-là. Ou bien cette ligne, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. On va choisir la dernière. Pourquoi? Parce que on a commencé par la première lettre qui est dans la dernière ligne. Donc, on a 3 coordonnées. 1, 2, 3. L'intersection de ces 3 coordonnées se situe ici. Donc, c'est la valine. Donc, le codon qui code pour l'acide aminé ici, il code pour la valine. C'est comme ça à l'examen que vous allez lire ce tableau de code génétique. Maintenant, on va entamer les étapes de la traduction. Les étapes de la traduction sont 3 étapes. L'initiation, l'élongation, la terminaison. Et comme on a dit, la traduction fait intervenir les 4 éléments qu'on a vus. L'initiation. Toujours,
toujours l'initiation, elle débute par la méthionine, c'est-à-dire par le codon AUG. C'est toujours là. Chaque protéine, pour qu'il se forme ou pour qu'il se synthétise, il se débute par le codon AUG, c'est-à-dire qu'il code pour la méthionine. Vous voyez, qui lit le message de l'information génétique, c'est le ribosome. Le ribosome porte deux unités, une unité grande et une unité petite. L'unité grande porte deux sites, comme vous voyez là, le premier site, le deuxième site. Par exemple, la protéine débute toujours par AUG qui code pour la méthionine. Et l'autre, ACG, c'est un codon qui code pour la thréonine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Cet ribosome-là, c'est la deuxième étape qu'on appelle l'élongation, c'est-à-dire le ribosome glisse sur l'ARN messager, glisse ou bien se décale par un site. Donc, lorsqu'il se décale, par exemple, dans ce sens-là, il se décale dans ce sens-là, donc ce site-là va être libéré. Et cet ARN de transfert qui porte la thréonine se retrouve ici. On verra ça. Fixation de ribosome sur le codon, qui est toujours AUG. C'est le codon d'initiation qui code pour la méthionine. Il vient l'élongation. L'élongation, il se fait, comme on a dit, de gauche à droite. C'est dans ce sens-là. Dans l'examen, il donne toujours le sens de la lecture. Ici, le ribosome lit le message de l'information génétique de gauche à droite. Donc, il va se glisser d'un codon. Lorsqu'il se glisse d'un codon, il y a un site qui sera libre. C'est celui-là. Et le ribosome va faire appel à un autre ARN de transfert qui va porter l'acide aminé responsable au codon GGU. C'est la glycine. C'est comme ça. Le ribosome se décale le long de la chaîne d'ARN messager et fait correspondre à chaque triplet rencontré un acide aminé spécifique, et ces acides aminés s'enchaînent les uns aux autres par une liaison peptidique. La dernière étape, c'est la terminaison. C'est-à-dire, lorsque le ribosome arrive ou bien rencontre un codon non-sens ou bien un codon stop, qu'on a vu, il y a 3 codons stop, UAA, UAG, EGA. Ici, par exemple, EAG, c'est un codon stop. Il y a quoi? Il y a freinage de la synthèse de la protéine, dissociation de ribosome de ces deux unités et libération de la protéine. Codon non-sens, ici UAG. Donc il y a freinage de la formation de la protéine. Lorsque le ribosome est arrivé au niveau d'un codon stop, il se détache de l'ARN messager, ce qui entraîne un arrêt de la synthèse de la protéine. Et bientôt pour un nouveau vidéo.